Donc je vous disais bonsoir à tous et je m'exclamais devant ce magnifique acrobate qui semble danser, voler dans le ciel comme dans un rêve. Et en tout cas, quand je la vois, moi j'ai envie de m'envoler avec elle et puis j'éprouve un sentiment d'une incroyable liberté et là, au niveau du plexus, au niveau du cœur, l'impression que tout le champ des possibles s'ouvre à moi, en fait, comme dans un rêve. Alors j'ai choisi de partager avec vous cette image de l'acrobate de Chagall, car la figure de l'acrobate représente à mes yeux le mouvement, la mise en mouvement, indispensable à la vie et à la vision, mais aussi elle représente le retournement, les pieds pointés vers le ciel, les yeux vers la terre, et dans cette posture alors, eh bien, sa vision du monde se renouvelle, se questionne et devient vraiment vivante. Alors la figure de l'acrobate, c'est le fil rouge, c'est le fil d'Ariane, c'est comme un symbole qui me sert d'ancrage, qui me guide dans toute ma pratique de la réflexologie dont je vais vous parler ce soir. Et plus particulièrement, je vais vous parler de la réflexologie oculaire que j'ai créée donc dans l'idée de améliorer la vision et apporter du bien-être aux yeux. Et donc, mon expérience de réflexologue depuis plus de 20 ans, ma pratique de la réflexologie oculaire depuis une dizaine d'années, me permettent de penser que ce soin a sa place parmi les propositions holistiques, naturelles et non invasives pour l'amélioration de la vision. Alors, j'ai appelé cette réflexologie oculaire soin du regard, parce qu'en France, la réflexologie est considérée comme un soin. Et d'ailleurs, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, très officiellement, la considère comme une activité de soins non conventionnelle, au même titre que l'hypnothérapie, la sophrologie ou les autres métiers du bien-être. Alors, pour le réflexologue, prendre soin de la personne à sa demande, c'est avant tout lui procurer du bien-être, de la détente. Mais c'est aussi la soutenir, l'accompagner face à une fatigue, un trouble physique, voire psychique. Et en tout cas, en aucun cas, il s'agit de prendre soin d'elle dans le sens médical du terme, et encore moins avec l'idée de guérir. Ceci étant dit, cette notion de soin, elle s'apparente à celle de la santé. Et la santé, en réflexologie comme en naturopathie, eh bien, c'est un état qui se mesure en termes de vitalité. Alors, ce soin passe par le toucher, le plus souvent au niveau des pieds, et on y associe souvent cette drôle de carte où il y a deux pieds posés comme deux hémisphères représentant le globe terrestre. Eh bien, c'est là justement le postulat de la réflexologie en général, à savoir qu'il existe dans le pied, dans la main, dans l'oreille, en fait une carte, une cartographie qui représente non pas le corps humain, non pas le globe terrestre, mais le corps humain. Et donc cette cartographie, elle est composée de zones qu'on appelle des zones réflexes. Et chaque zone réflexe, donc, correspond à un muscle, à un os, à un organe, une partie du corps. Vous pouvez voir, donc, on retrouve un petit peu tout ça là. Et donc, le principe de la réflexologie, c'est de s'adresser aux ressources, aux capacités du corps humain, afin de retrouver en lui-même son équilibre. Et cet équilibre, en fait, c'est ce qu'on appelle également l'homéostasie. Alors l'homéostasie, c'est cette capacité qu'a le corps humain
de préserver constant le milieu interne. Le milieu interne, c'est par exemple la température corporelle ou encore la pression artérielle, et ce par rapport à tous les changements extérieurs. Alors comment on s'y prend ? Eh bien, en exerçant des pressions, le plus souvent avec le pouce, qui vont permettre de localiser les tensions et d'y apporter de l'équilibre. Et donc, on va donc ainsi pouvoir rétablir donc l'équilibre dans les parties du corps correspondantes. Et le soin, donc, consiste à insister sur les zones réflexes qu'on aura détectées comme les plus sensibles, ou encore comme celles dont les tissus sont perturbés, c'est-à-dire granuleux, atones, trop secs. Et donc, on va les travailler entre guillemets, jusqu'à ce qu'en fait, on va chercher à ce qu'ils changent de consistance, à ce qu'ils changent de texture, hein, pour qu'ils aillent vers l'harmonie. En tout cas, on les y invite, on le leur suggère, et en fait, l'intention transmise à travers le toucher est toujours porteuse de sens. Et donc, un dialogue s'instaure entre le pouce du réflexologue et les tissus du pied, en l'occurrence. Et donc, il y a proposition, dialogue, échange, communication, et donc possibilité de changement. Le changement donc s'opère quand la nature du tissu n'est plus la même, hein, a changé, s'est transformée, s'est améliorée dans la mesure du possible. Ou encore quand l'organisme cherche à éliminer les toxines, les déchets mobilisés par toutes ces gestuelles via le système circulatoire et lymphatique. Alors tout ça pour partager avec vous une fois de plus, donc cette fois-ci une définition, celle de Mireille Meunier, réflexologue et enseignante, qui dit donc de la réflexologie, c'est une démarche de réparation, de négociation et de paix. Voilà donc quelques mots pour vous rappeler ce qu'il en est de la réflexologie. Et maintenant, je vais enfin vous parler de la réflexologie oculaire. Et plus précisément, comment j'en suis arrivée à concevoir ce soin. Eh bien, tout a commencé en 1999, lors de ma formation en réflexologie, justement. Et ça a été pour moi, en fait, une connaissance, une redécouverte, une compréhension nouvelle du corps humain. Compréhension nouvelle à travers l'anatomie, la physiologie, que je ne connaissais absolument pas auparavant, ou très superficiellement. Et puis, via surtout l'expérience et la découverte de la pratique du soin corporel par le toucher. Mon professeur, donc, Mireille Meunier, que j'ai évoqué il y a quelques instants, enseigne la réflexologie via les 5 éléments et le yin et le yang qui forment la pierre angulaire de l'énergétique et la médecine traditionnelle chinoise. Alors, je ne prétends absolument pas être une experte, loin de là, en médecine traditionnelle chinoise. Cependant, je m'appuie sur cette dimension holistique et énergétique dans toutes mes pratiques. Et donc, c'est avec un grand enthousiasme, mon diplôme en poche, sans trop me poser de questions, que suite à cette formation, eh bien, je m'installe comme réflexologue. Et je pratique à côté 2 massages ancestraux traditionnels, le massage ayurvédique indien et le massage Nuat Boram thaïlandais, qui m'ont été tous les 2 enseignés, transmis, avec une approche spirituelle du toucher et du corps. Et puis, quelques années plus tard, c'était en 2006, je suis contactée par un magasin d'optique, un opticien qui m'appelle et qui me dit, voilà, nous souhaiterions que vous nous fassiez, que vous nous conceviez 2 protocoles
de massage du visage pour notre magasin d'optique. Et là se pose pour moi alors une question qui va devenir essentielle. Comment le toucher peut-il ou pourrait-il améliorer la vision? Et donc, c'est avec cette question en tête que je conçois ces deux protocoles de massage du visage, avec donc l'intention d'améliorer le confort visuel en agissant sur la respiration. Et par exemple, en massant le muscle masséter, en particulier ici au niveau du cou, de la nuque plutôt, mais aussi au niveau des muscles du visage, comme les muscles masséters, ou encore les muscles temporaux, qui sont tous les deux en lien avec l'articulation temporomandulaire, et une mâchoire relâchée va de pair avec une bonne respiration. J'ai l'opportunité, en fait, de pouvoir pratiquer ce soin pendant près de 6 mois dans ce magasin d'optique, dans l'espace dédié. Et pour moi, ça a été véritablement, en fait, une prise de conscience de l'intérêt de cette question, le toucher et la vision. Et parmi donc les clients, il y a une femme qui est venue très régulièrement parce qu'elle souffrait, entre autres, d'irritation, de démangeaison au niveau des yeux. Ceci parce qu'elle est historienne, c'est une spécialiste du XVIIIe siècle. Et en fait, elle était amenée à manipuler des documents très anciens dans les archives qui dégageaient beaucoup de poussière, de micro-poussière très irritantes, d'une part. Et d'autre part, eh bien, il fallait qu'elle décrypte et qu'elle lise ces lettres anciennes manuscrites. Et donc, en fait, elle portait bien sûr des lunettes pour protéger des poussières. Elle appliquait des collyres pour humidifier ses yeux. Cependant, donc, le soin s'est avéré comme agissant de manière pertinente et intéressante sur son inflammation des yeux. Et en fait, c'est cette rencontre avec cette femme, passionnée et passionnante, c'est d'avoir été témoin du changement, de son rapport à ses yeux devenu beaucoup plus serein, mais aussi non seulement avec ses yeux, mais avec elle-même, qui m'ont vraiment donné envie, encouragé d'aller voir, d'aller explorer plus loin cette voie où se rencontrent les mains et les yeux, le toucher et la vision. Et c'est donc ainsi, avec en question de fond toujours cette question de la vision, que me vient l'idée d'explorer une zone réflexe complémentaire de celle que je stimule au niveau des pieds, donc une zone réflexe au niveau du visage. Et donc, par intuition, j'associe le rebord osseux de l'arcade sourcilière supérieure, ici, à la zone réflexe de la colonne vertébrale. Et là, dès cet instant, il se passe quelque chose et je peux dire que mon cabinet s'est transformé en un véritable laboratoire. Et donc, de manière empirique, bien sûr, je teste, j'explore, j'affine, j'essaye, etc. Et enfin, je valide mon hypothèse de départ, comme quoi je peux m'appuyer sur cette zone-là comme étant la zone réflexe de la colonne vertébrale. Tout cela avec beaucoup de bonheur, celui d'être en train de créer mon propre outil de travail, celui de donner encore plus de sens à ma pratique, et puis aussi de faire le lien entre une réflexologie plantaire axée sur la terre, le corps, la matière, et puis une réflexologie au niveau de la tête, du visage, plus subtile, en lien avec le ciel, et je le verrai surtout avec l'émotionnel, à travers donc la tête. Et dès lors donc le symbole de l'acrobate, sa figure de salto arrière ou de saut avant, s'est imposée à mes yeux, parce que l'énergie dans les pieds donc
apporte toute l'impulsion nécessaire à la mise en mouvement. Et puis, le travail de la recherche de l'équilibre dans la tête ouvre donc les perceptions. Et donc, les pièces du puzzle de toutes mes pratiques s'assemblent et deviennent donc ce qu'un soin de réflexologie plantaire qui participe au bien-être de la vision, donc axé sur le système visuel et respiratoire, combiné à un massage spécifique qui va inviter, chercher à ce que la personne puisse lâcher prise. Et donc, comme un acte de naissance, je dépose son nom, réflexologie oculaire, soins du regard, à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Et puis, quelques temps plus tard, vient le baptême, avec la publication de mon livre, ABC de la réflexologie oculaire, une nouvelle approche du massage pour développer sa vision et son regard intérieur, édité chez Grancher, donc, et préfacé par Pascal Barbet, qui est optométriste. Alors, on me demande souvent comment se déroule une séance de réflexologie oculaire. Alors tout d'abord, je ne touche pas les yeux directement, je ne vais pas masser les paupières comme une zone réflexe, sachez-le. Parce qu'en fait, avant toute chose, c'est la personne qui va guider la séance avec ses mots, avec ses silences, et puis avec ses soupirs, et puis avec tout ce que mes mains et ses tissus à elle vont permettre, autoriser, inviter ou pas. En fait, ce soin s'adapte à chaque personne selon son histoire, son état émotionnel et puis bien sûr selon l'instant présent. L'idée, c'est vraiment la personne soit actrice de son bien-être. Et quant à moi, je suis là avant toute chose pour l'écouter, observer, et donc aussi bien avec mes oreilles, bien sûr, pour l'écouter, qu'avec mes doigts, qui sont de véritables antennes. Et donc, cette adaptation, ce sur-mesure, laisse le champ à tous les possibles. Et donc, c'est vraiment très satisfaisant et très vaste en même temps, mais parfois un peu déroutant ou difficile à faire entendre dans la relation avec la personne. Ou même pour l'expliquer à des personnes qui ne comprennent pas forcément bien ce que je suis en train de faire. Et donc, en fait, c'est le thème de la rencontre qui me paraît vraiment bien faire la synthèse et raconter en fait l'état d'esprit, l'esprit de ce soin et comment donc est guidée une séance de réflexologie oculaire. Donc je reviens sur l'idée de la rencontre. En fait, elle a été développée donc par le philosophe Charles Pépin, qui a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle La rencontre, une philosophie. Et donc dans ce livre, en fait, il dit que la rencontre est possible dès lors que la personne est dans une démarche où, en fait, elle n'est pas sûre de son résultat. Autrement dit, quand elle est prête à vivre l'imprévu, la surprise, quand elle s'engage dans une voie sans en connaître, sans anticiper le résultat, donc comme je viens de le dire, et surtout également quand elle ose dévoiler une part de son intimité à l'inconnu. Alors selon lui, donc, il y a une vraie rencontre dès lors que ces conditions sont réunies, et cela permet donc en fait une découverte de soi et une redécouverte du monde. Alors cette vraie rencontre, c'est par exemple ce qui s'est passé avec Garance. J'ai choisi de vous parler du cas de Garance parce que c'est sans doute l'un des cas qui m'a le plus marqué, et puis surtout il m'a énormément appris.
Et parmi les nombreuses choses que j'ai appris à travers cette rencontre avec Garance, eh bien, il y en a deux essentielles. La première, c'est que dès lors que dans le toucher, eh bien, j'ai appris qu'à travers le toucher, agir sur le bien-être des yeux avait une incidence sur l'état émotionnel de la personne. Et puis j'ai appris également à travers cette expérience combien la synergie de la réflexologie oculaire avec une autre approche, une approche thérapeutique telle que la psychothérapie par exemple, était vraiment extraordinaire pour pouvoir permettre de mettre des mots et du sens sur cette découverte de soi et cette redécouverte du monde. Alors donc, Garance, je reviens à elle, souffre de basse vision depuis l'âge de 6 ans suite à une rétinite. Et d'emblée, elle me parle de toutes les opérations très traumatisantes qu'elle a pu vivre et de vraiment l'idée qui la met en panique, l'idée même qu'on lui touche les yeux, d'emblée, vraiment, pour elle, quelque chose de très, très difficile et douloureux. Mais pourtant, elle est là. Elle est venue. Elle ne formule pas d'attente particulière, si ce n'est d'avoir de la détente. Et bien sûr, je la rassure, je l'assure que je ne vais pas toucher ses yeux. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne touche jamais directement les yeux. Elle va donc pour s'installer sur la table, enlève son chemisier pour que je puisse avoir accès au tissu de sa nuque. Et à ma grande surprise, elle enlève sa perruque. Et là, je ne l'avais absolument, mais absolument pas deviné ou soupçonné. Et à travers ce geste, eh bien, j'ai vu toute son intimité se mettre à nu devant moi. J'étais vraiment très touchée. Et donc, on a commencé le soin. Et très vite, mes mains se sont arrêtées au niveau des tissus de sa nuque, qui étaient particulièrement compacts, secs, et surtout qui pulsaient de manière irrégulière. Et puis, peu à peu, petit à petit, sous mes doigts, la texture a changé, s'est transformée, les pulsations se sont régulées, et je suis passée donc aux soins de réflexologie plantaire, où la zone réflexe du foie était particulièrement perturbée. Et puis nous terminons le soin, Garance était détendue, et à sa demande, nous reprenons rendez-vous. Alors Garance a très fortement réagi à cette séance. Tout d'abord sur le plan physique, elle a eu des vomissements dans les heures qui ont suivi le soin, mais aussi sur le plan émotionnel. Ça s'est traduit déjà la nuit même et toutes les nuits suivantes par des cauchemars particulièrement terribles liés à la mort de son père, qu'elle a perdu à l'âge de 6 ans, l'âge où elle a perdu aussi sa vision. Et puis aussi à travers, aussi en même temps, des tristesses, des peines, des douleurs qui étaient enfouies, qui n'avaient jamais pu être vraiment exprimées et qui, tout d'un coup qui émergeaient. Et tout cela donc, en fait, toutes ces émotions à la fois confuses, emmêlées, nombreuses, elle les a revécues au niveau de son corps et au niveau de son subconscient. Alors vous me direz peut-être, mais quel est l'intérêt de recevoir un soin susceptible de générer de telles réactions, n'est-ce pas ? Sachez que ces réactions d'élimination ne sont pas toutes ni aussi spectaculaires ni systématiques. En fait, vraiment, l'action du réflexologue, c'est vraiment d'aller toucher avec beaucoup de douceur les zones qui peuvent être justement sensibles et de voir avec elles comment ça va, où on en est et si oui ou non, elles sont peut-être mûres ou pas pour se libérer, pour changer d'état. Donc tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas dans la pratique d'aller casser des barrages qui peuvent exister. Toujours est-il qu'il peut y avoir, quand c'est prêt, donc ces réactions d'élimination qui peuvent être spectaculaires. Et en fait, plutôt que de les considérer comme des réactions d'élimination,
eh bien, il faudrait, enfin, moi, je propose de les considérer comme des invitations, des opportunités de libération. Voilà. Et donc, le rôle donc du réflexologue dans ce moment-là, c'est plutôt d'abord de les annoncer comme éventuels, et puis ensuite d'accompagner la personne pour traverser cette période. Alors, au cours des séances qui ont suivi, Garance a retrouvé le calme dans ses nuits, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et sans aucun doute, l'effet conjugué de l'orthopsie, de la psychothérapie et de la réflexologie l'ont vraiment transformé, libéré d'un poids et permis d'avoir un autre regard sur son histoire, sur elle-même, à travers donc ce travail presque tourné vers son intérieur, à la manière de l'acrobate. Et puis sur le plan physique, eh bien, elle a pu expérimenter combien le relâchement de ses tensions musculaires avait une incidence sur ses perceptions visuelles et jusque sur sa démarche beaucoup plus assurée, beaucoup plus confiante, beaucoup plus libre. Alors, chaque séance est donc particulière, mais d'une manière générale, elle s'articule en 3 temps. D'abord, donc, un massage de la nuque, de la tête et du visage. Cette séquence très particulière dont je vous ai parlé au niveau de la zone réflexe du visage. Et puis, enfin, un soin de réflexologie plantaire qui va servir d'ancrage. Alors, au sujet de cette séquence de réflexologie au niveau du visage, elle est vraiment très originale, puisqu'il s'agit d'une seule zone réflexe, la colonne vertébrale. Quand on regarde toutes les autres cartes de réflexologie, eh bien, on trouve le corps, tout l'organisme dans son entier. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais il s'agit quand même, je l'aborde moi comme une réflexologie, avec cette intention dans mon toucher, dans ma pratique, de favoriser le maintien de l'homéostasie. Alors comment ? Eh bien, à travers le système neuro-endocrinien. Et parce que le système nerveux comme le système endocrinien sont 2 systèmes d'autorégulation qui garantissent le maintien de l'homéostasie. Les hormones affectent notre organisme, nos yeux, notre vision, mais aussi notre psychisme et nos émotions. On se souvient par exemple ces moments où cet équilibre est particulièrement perturbé, comme par exemple au moment de la puberté, ou de la ménopause, ou de l'andropause. Excusez-moi, j'ai un petit... je vous pourrais m'excuser, j'ai un petit trou. Alors, comment s'y prend-on ? En harmonisant donc des 7 zones réflexes qui correspondent aux 7 plexis nerveux qui partent de la colonne vertébrale. Alors, dans le corps, les plexis, ce sont des sortes de petites centrales électriques qui vont distribuer des câbles, des fils dans différents endroits de la maison. Ce sont vraiment des carrefours, des lieux d'échange et des lieux d'échange d'informations et d'interconnexion. Et donc, ma cartographie s'inspire du travail du docteur et réflexologue, le docteur Martin Ford Alderson, à qui je rends hommage en ce moment même. Donc, selon elle, les plexis sont des centres énergétiques, nerveux, qui partent tous de la colonne vertébrale. Et ils mettent en relation les 3 niveaux de l'être, à savoir le mental avec le cerveau, l'émotionnel avec les glandes endocrines, et puis le physique à travers toutes les cellules. Ils correspondent en fait aux 7 chakras indiens. Alors, on localise donc ces 7 plexis pour donc de la manière suivante. Je vais commencer par la zone mentale avec 2 plexis, donc le plexus
épiphysaire, donc, qui est vraiment le point de contact entre le système nerveux et le système endocrinien, et dont la glande endocrine est l'épiphyse, appelée aussi troisième œil, en lien avec la lumière, et qui a d'ailleurs des cellules semblables à celles de la rétine. Puis vient le plexus hypophysaire, qui est donc en lien avec l'hypothalamus et l'hypophyse. Et l'hypophyse, donc, c'est vraiment la glande endocrine qui va être le chef d'orchestre de toutes les glandes hormonales, sauf de l'épiphyse, qui, elle, dicte la partition. Et puis, au niveau émotionnel, on a 3 plexis, donc le plexus thyroïdien, lié à l'expression orale, donc avec la thyroïde, qui mobilise l'énergie et dont le corps a besoin donc, pour s'adapter. Et puis le plexus cardiaque, qui lui a 2 glandes endocrines. Le thymus, qui a la charge de l'identité, de la protection, mais aussi bien sûr de l'immunité, très précieuse en ces temps actuels. Et puis le cœur, qui n'est pas seulement une pompe qui brasse le sang, mais qui est aussi une glande endocrine qui sécrète une hormone essentielle pour apporter la paix dans le système circulatoire, mais aussi sur le plan psychique et mental. Et puis, pour terminer sur la zone émotionnelle, le fameux plexus digestif ou plexus solaire, qui est donc lié au pancréas et au foie et qui gère donc la digestion des aliments, mais aussi la digestion de nos pensées et de nos émotions. Et enfin, pour la zone physique de plexi, le plexus hypogastrique, avec les glandes surrénales en charge de la vitalité, qui fournissent l'énergie en cas de survie. Et puis le plexus coccygien, siège de la procréation, de la sexualité, avec les gonades, donc les ovaires et les testicules. Alors vous savez peut-être que lorsqu'on agit sur une seule glande hormonale, eh bien ceci a une incidence sur toutes les autres glandes hormonales. C'est-à-dire que vraiment, il est important, il est essentiel de bien connaître et de bien comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre toutes ces glandes endocrines. En d'autres termes, j'insiste sur l'importance d'avoir des connaissances en anatomie, en physiologie et bien sûr en réflexologie pour pratiquer ce soin. Alors, avant de conclure, quelques mots sur les effets de ce soin. Alors, il y en a déjà 3 qui sont immédiats. Le premier, c'est une respiration plus profonde, accompagnée d'une réoxygénation des tissus. C'est visible à l'œil nu, d'ailleurs. Le teint est beaucoup plus clair et même l'iris est beaucoup plus lumineuse. Et puis ensuite, il y a un relâchement musculaire. Là encore visible, les traits du visage sont vraiment détendus, relâchés comme gommés. Et puis, il y a un relâchement aussi de toutes les tensions au niveau du dos, puisque quand même on travaille aussi la zone réflexe de la colonne vertébrale, même si c'est un toucher et une intention extrêmement subtile. Et puis de toute façon, ce sera renforcé au niveau du travail en plantaire. Et puis enfin, il y a une sensation récurrente de légèreté à la fin du soin. 24 heures au moins, voire plus, selon les cas, eh bien, il y a une amélioration de la qualité du sommeil. Il y a plusieurs raisons à cela. Sans doute déjà la respiration. Et puis enfin, eh bien, la vision, la perception visuelle, qui est bien meilleure, en tout cas chez un certain nombre de personnes, c'est-à-dire plus nette, plus colorée, plus vaste, plus contrastée. On voit des détails dans le quotidien qu'on avait jusque-là ignorés. Une boutique dans la rue, un détail sur un tableau. L'autre jour, c'était une dame qui me disait qu'elle voyait pour la première fois ses cheveux dans le lavabo.
jusqu'à ce que sa sœur passe par là et lui dise que c'était pas nouveau. Mais bon, voilà, elle les voyait pour la première fois. En tout cas, il y a donc une amélioration, mais surtout un confort, un ressenti par rapport à ses yeux, qui sont plus sereins, moins fatigués, plus humides. Et puis enfin, il y a cette fameuse libération des émotions, dont je vous ai parlé par exemple avec Garance. Et non seulement ces émotions se libèrent, mais parfois, et quand c'est possible, surtout, elles sont mieux gérées. Pour certains, ça sera en décidant de faire un travail personnel par ailleurs. Mais aussi, c'est tout simplement prendre du temps pour soi et permettre ainsi de mettre de la distance, d'avoir du recul par rapport à des situations qui génèrent de l'angoisse ou du stress, comme par exemple celle qu'on peut avoir à l'attente d'un résultat d'examen, comme une biopsie, ou encore à l'approche d'une épreuve. Et puis il y a un dernier effet absolument remarquable, extraordinaire, c'est celui qu'apporte le palming. Le palming, je l'ai découvert lors de ma formation à l'école de la vue pour l'enseignement de la méthode Betz. Et je dois dire que c'est absolument remarquable. Donc je l'ai intégré dans la séance, qui fait donc des séances beaucoup plus longues qu'avant. Mais vraiment, c'est incroyable comme il génère très souvent en fait une amélioration de la vision binoculaire. Et donc avec des réactions spontanées de joie. Et on peut penser donc qu'effectivement, l'effet du soin avec le palming génère un relâchement, enfin une détente incroyable au niveau des muscles oculaires, surtout pour les gens en sur- ou en sous-convergence. Et dès lors, en fait, eh bien, les deux yeux ne sont plus en compétition, mais vraiment en coopération, bien connectés donc avec le cortex visuel et sans la charge des pensées parasites. D'où cette impression, cette sensation de légèreté. Et puis enfin, ce palming, eh bien, il rejoint parfaitement il est au cœur même de ce qui me porte, c'est-à-dire cette rencontre de la main et des yeux, du toucher et de la vision. Et puis, il permet surtout l'autonomie, sa propre prise en charge, et donc la possibilité de prendre soin de soi-même. Sans doute une des choses les plus délicates qui soit, d'après mon expérience. Alors, pour conclure, j'en reviens à la question: comment le toucher peut-il ou pourrait-il améliorer la vision ? On pourrait supposer qu'au-delà de toute technique ou de tout savoir, eh bien, c'est la qualité de présence du praticien avec la personne qui en serait la condition. Et que le toucher serait alors un moyen d'expérimenter que dès lors qu'on met des mots, dès lors qu'on met du sens à ce qui se passe en nous, alors on y voit plus clair. Cela rejoint la pensée de l'auteur Annick de Souzenel, qui dit, je la cite, « Plus on a conscience de qui on est, plus on a la possibilité d'élargir le champ des possibles. » Il y a aussi une part d'alchimie dans toute rencontre. Ça ne marche pas à tous les coups. En tout cas, en ce qui concerne le praticien, c'est être plutôt que faire, c'est-à-dire aborder la relation de soins, non pas par l'intellect, mais par le ressenti. Et donc, dès lors, eh bien, il y a ce que j'appelle le toucher inspiré par le cœur. Alors oui, le toucher, dès lors qu'il est en connexion avec le cœur, peut ou pourrait améliorer la vision. Et dès lors, on peut considérer que la réflexologie oculaire a sa place parmi les propositions naturelles, non invasives et holistiques pour l'amélioration de sa vision. Comment ?
D'accord, juste je termine la conclusion alors. Donc, une perspective pour l'avenir donc, de cette réflexologie, eh bien, ce serait d'imaginer des collaborations avec vous, les professionnels de la vision holistique ici présents. Et enfin, dernier clin d'œil, donc, avant de conclure, vous devez, enfin, je ne sais pas, vous savez peut-être que nous trouvons ici, au creux des paumes des mains, le point 8 du méridien du maître-cœur. Le 8, c'est le nombre de l'équilibre avec ces deux plateaux. Et en fait, ce sont deux véritables recharges énergétiques qui sont vraiment le prolongement même du cœur via les bras qui en sont l'extension. Alors, ce méridien du maître-cœur, eh bien, il est régi par l'élément feu en médecine traditionnelle chinoise. Et l'élément feu, eh bien, il est lié à l'émotion de la joie. Il est lié à l'émotion de la joie, du partage, de la chaleur humaine, de l'amour. C'est cette énergie, en fait, qui lie les individus par leur différence, en fait, et non pas par intérêt. Et c'est celle dont nous avons besoin pour voir le monde avec plus de clarté. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie l'association L'Art de Voir pour m'avoir invité à parler ici avec vous ce soir.